Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite capsule vidéo qui traitera de la partie énergie électrique qu'il y a à savoir en première spécialité physique-chimie. On est parti. Un fil électrique est constitué souvent d'une gaine en métal. Pourquoi un métal? Parce que dans un métal, souvent le cuivre, on a des électrons qui vont être libres de se déplacer. Donc les électrons, ils vont pouvoir se déplacer dans un sens ou dans un autre. Et ce qui va nous permettre de faire ce flux électrique. Et on avait vu que le flux électrique, en secondes, ça correspondait finalement à un mouvement d'électrons. Et ce mouvement d'électrons va être appelé électricité. Dans un circuit électrique, donc en l'absence de courant, on peut considérer qu'en moyenne, tous les électrons, ils restent immobiles. Ce n'est pas vrai d'un point de vue microscopique, mais d'un point de vue macroscopique, ça est le cas. Si on branche un générateur de courant aux bornes d'un fil électrique, les électrons vont subir ce qu'on va appeler une FEM, d'accord, une force électromotrice. Et cette force électromotrice va imposer aux électrons de se déplacer dans un certain sens. Si on considère notre fil électrique comme étant une surface S élémentaire, on va avoir les électrons qui vont la traverser de part en part au fur et à mesure. On va considérer ces électrons comme étant une charge élémentaire E. On va avoir N électrons pendant une état T, et ces N électrons vont avoir une certaine charge. L'intensité ou le flux électrique qui va en découler, ça va correspondre à ça. L'intensité, c'est le nombre d'électrons qui va passer par S, multiplié par leur charge élémentaire, ici petit e, en coulomb, divisé par delta t. De manière infinitésimale, on pourra se dire que on va avoir la variation de la charge Q autour de cette surface S divisée par la variation de temps d'un point de vue infinitésimal. Nous, on va surtout utiliser cette formule-là, mais il faut garder à l'esprit que, comme pour la formule du premier principe de la dynamique, on a approximé en première l'expression de l'intensité électrique. Donc à l'échelle macroscopique, le sens conventionnel du circuit électrique correspond donc au sens contraire de déplacement d'électrons à l'échelle microscopique. Ça veut dire que si les électrons ici, ils partent dans ce sens, ça veut dire que notre FEM, elle est dans ce sens-là. On a imposé notre sens du courant comme celui-ci. Alors, d'où ça vient cette différence? Dans un premier temps, on pensait que ça allait du plus vers le moins, alors qu'en fait, ça va du moins vers le plus. Mais ici, peu importe, on a défini cette convention comme étant notre norme actuelle. Tout ce qu'il faut, c'est que maintenant que on le sait, notre sens scientifique nous permet d'appréhender ce côté électron. Lorsque le courant électrique a été découvert, a été théorisé dans le premier temps, les électrons n'étaient pas quelque chose qui était connu. Ils ont été découverts quasiment 100 ou 150 ans plus tard. Donc du coup, forcément, ils ne pouvaient pas prévoir que les électrons avaient une charge négative. Les lois fondamentales de l'électricité, on en a quelques-unes. On a par exemple la loi des nœuds. Alors un nœud est constitué d'au moins 3 branches, où vous allez avoir des courants électriques qui vont venir et qui vont partir. 1, 2, 3. Et puisque ce nœud ne possède ni accumulation, ni composé électrique qui pourrait interagir, eh bien, tout ce qui rentre va sortir. Donc ici, dans notre cas de figure, on va voir I1 plus I2 moins I3 égale à 0. Si on généralise au maximum, on va avoir la somme sur K des plus ou moins IK qui va être égale à 0. La loi des mailles. Alors, redéfinissons ce que c'est une maille. Une maille, en collège, on avait déterminé que c'était une boucle de circuit électrique. Par exemple, on va avoir un générateur avec 2 lampes
et une autre boucle avec une seule lampe. Bon bah ici on va avoir deux boucles intéressantes, celle-ci et celle-là. Dans la première, si on nomme L1, L2 et L3 nos lampes, dans la première boucle, on va pouvoir se dire que UG, qui va comme ça, donc la tension du générateur moins UL1 moins UL2 est égal à 0. On a appelé ça la loi d'additivité des tensions au collège. Dans la deuxième boucle, on va voir que UG moins UL3 est égal à 0. Bon bah, si on généralise ça, eh ben, on va avoir que sur une boucle, la somme sur K des plus ou moins UK est égale à 0. Dernière loi, qu'on avait déjà vue au collège, la loi d'Ohm, nous permet de relier l'intensité que nous avons vue auparavant avec la tension que nous avons vue auparavant avec une autre donnée qu'on va appeler résistance. Alors, la loi d'Ohm nous dit que pour un dipôle ohmique, U, avec un courant I, on va imposer la capacité de ce corps-là à résister au passage du courant. Donc on va avoir comme loi que U est égal à R fois I. Donc du coup, cette résistance, tout objet va avoir une certaine résistance, plus ou moins importante, plus ou moins faible. Plus c'est important, plus l'objet va résister au passage du courant, et donc du coup, venir freiner notre intensité électrique. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au collège. Bien. Maintenant, voyons ce que l'on peut rajouter. Une source réelle de tension continue, donc, une pile, on avait parlé de ça. Une pile, ça va avoir une tension à vide E et une résistance interne petit r. Alors pourquoi petit r? Parce que forcément, on vient de le dire, mais dans la loi d'Ohm, on nous prédit que tout objet a une résistance, plus ou moins grande, plus ou moins petite, suivant les matériaux. En fait, on va pouvoir se dire que notre pile ne délivre pas toujours E, comme on a pu vous le dire au collège, mais que entre le point P et le point N, on va avoir en équivalent, effectivement, une source de tension parfaite, P étant ici, avec le plus, avec le moins, qui délivre une tension E qui sera toujours la même, sauf que vient se rajouter, parce que c'est un dispositif réel, une petite résistance avec un petit R. Avec une intensité électrique qui va parcourir l'ensemble. Donc qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que, en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'en fait, la tension UPN entre les points P et les points N, c'est pas juste égal à E comme une source de tension parfaite, ça va être E, effectivement, tension à vide, moins l'énergie, moins la tension qui a été prélevée par notre résistance interne, moins petit r fois I. Donc la tension délivrée par une source réelle de tension diminue lorsque l'intensité du courant débité dans le circuit augmente, alors que si I augmente, UPN diminue, ce qui semble excessivement logique. La présence d'une résistance interne peut provoquer l'échauffement de la source de continu. Alors c'est ce qu'on voit dans les piles quand on les utilise longtemps, il y a échauffement. Il y a échauffement, et donc cet échauffement peut générer des pertes par effet Joule. Donc forcément, d'un point de vue énergétique, cette relation se tient, même d'un point de vue intuitif. D'un point de vue justement énergétique, on va pouvoir considérer la tension, on va pouvoir considérer la source idéale de tension continue E, d'accord? C'est peut-être un nouveau symbole pour certains d'entre vous, U et N. Donc là, on a
notre tension E, on n'a pas de résistance qui va avec. Donc, on va pouvoir définir la puissance développée par cette source idéale de tension, la puissance P, G, G pour générateur, hein. Donc ça va être la tension fois l'intensité. P est égal à U fois I. Et donc du coup, ici, PG, ça va être juste E fois I. Du coup, l'énergie, donc je rappelle, hein, la puissance, c'est en watts, E, c'est en volts, et I, c'est en ampères. L'énergie déployée, E, l'énergie est en joules. E, ça va être la puissance développée PG, multipliée par le temps que l'on aura utilisé notre source idéale de tension continue. Ceci étant bien sûr en secondes. On va pouvoir faire exactement la même chose avec notre résistance. Donc notre résistance, entre A et B pour changer, on va avoir I, l'intensité électrique, et R, la résistance de notre dipôle. Notre puissance PR, c'est toujours U fois I. Ça n'a pas changé. Sauf que cette fois-ci, on voit que, puisqu'on a un dipôle ohmique, U, à travers la loi d'Ohm, on va pouvoir l'exprimer par U est égal à RI. Donc en fait, la puissance, ça va être R fois I carré. Même chose, l'énergie déployée par notre résistance, ça va être la puissance qu'elle aura dissipée fois le temps qu'on aura utilisé. Ça n'a pas changé. Donc dans un circuit électrique, dans une installation électrique, la puissance ou l'énergie fournie par la source de tension continue au circuit est égale à la somme des puissances reçues par les différents récepteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est reçu est évacué. Donc, on va avoir l'énergie reçue dans notre dispositif. Peu importe ce que c'est, ça peut être une résistance, ça peut être un radiateur, ça peut être un ordinateur, ça peut être un téléphone, peu importe. On va avoir ce qui va en retirer, l'énergie utile. Donc l'énergie utile, c'est ce qui va être nécessaire à l'utilisation. Par exemple, une ampoule, ce qui est pas mal, c'est que ça fait de la lumière, par exemple. Par contre, ce qui n'est pas bien, c'est l'énergie dissipée. Souvent, l'énergie dissipée, c'est de l'énergie sous forme thermique. On va dire qu'elle dissipe l'énergie par effet Joule. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que E reçu est égal à E utile, l'énergie utile, plus l'énergie dissipée. Donc, notre dispositif ne va pas utiliser l'entièreté de ce qu'on aura consommé en énergie reçue pour l'énergie utile, mais va aussi en prendre une partie pour pas le perdre, souvent sous forme thermique, mais pas que. Alors, nous, on va surtout utiliser cette dissipation d'énergie par effet Joule, mais ça va forcément toujours le cas. Du coup, vient le problème de savoir à quel point mon dispositif est pertinent. Donc pour cela, on va calculer ce qu'on va appeler notre rendement, état. Alors état, c'est une lettre grecque. Ça va être le rapport de la puissance ou de l'énergie, puisque de toute façon on a juste delta T qui va se rajouter, utile sur reçu. Donc on va avoir E utile divisé par E reçu. Donc là, vous voyez que par définition, mon rendement, ça va être un nombre réel
compris entre 0 et 1. Je ne peux pas avoir de rendement tel qu'il est défini ici, supérieur à 1. Ça veut dire que s'il était supérieur à 1, l'énergie utile que je récupère à la fin, que ce soit de manière lumineuse, de manière informatique ou quoi que ce soit, quelle que soit la forme d'énergie que je reçois à la fin, l'énergie utile ne peut pas être supérieure à l'énergie reçue. Un bon rendement, c'est autour de 20, 30, peut-être 40%. 40% de rendement, parce qu'on peut après, le rendement on peut le mettre en pourcentage, 40% c'est bien. Quand on est en dessous de 10%, c'est pas très bien. Rarement plus de 40%. Sur certains procédés thermiques, on arrive à aller au-delà des 40%, mais on peut se dire qu'à partir de autour de 40-50%, on est très très bien. Vous voyez que quand même, pour faire l'ouverture, on voit quand même que l'énergie dissipée représente du coup énormément sur l'énergie qui a été reçue. Donc n'importe quel dispositif électrique correspond à cette loi-là. La majeure partie de l'énergie que nous utilisons est dissipée sous quelque forme que ce soit, à quelques endroits que ce soit, mais elle est rarement utilisée, elle n'est jamais utilisée même à 100%. Voilà, c'était tout ce qu'il y a à savoir pour l'énergie électrique. Merci d'avoir suivi cette petite capsule vidéo. Je vous dis à bientôt et bonne journée.